Fontaine, vous avez raison. Car maintenant, nous allons vous faire entendre une interview exclusive que nous avons eue envers le directeur adjoint de la ménagerie du parc zoologique du Jardin des Plantes, qui est un parc un des plus anciens de France. Eh bien, Noreen Chai est un vétérinaire d'animaux sauvages. Il s'occupe beaucoup de panthères, mais aussi d'alligators, enfin de différents animaux. Et il va nous raconter ses expériences, comme il le fait à travers ses livres. Mais il va plus loin. Il va plus loin parce qu'il s'agit d'une belle rencontre, je vous l'ai dit. Une belle rencontre car ce moine bouddhiste de formation, eh bien, il va nous montrer comment, à travers l'observation de l'animal, l'homme peut être un peu moins animal au sens négatif du terme, et plus proche de la nature. Et il va nous expliquer comment l'homme préhistorique, notamment, quand il a commencé à domestiquer l'animal, il a changé d'attitude vis-à-vis de la nature, il est devenu beaucoup moins respectueux, et il est devenu beaucoup moins humain, paradoxalement, en ne respectant pas l'animal. Alors, écoutons Noreen Chai. D'avoir le directeur adjoint de la ménagerie du Jardin des Plantes, alors qui est quelqu'un de connu parce qu'il est très médiatique et en même temps il voyage beaucoup dans le monde parce qu'il s'occupe un petit peu de beaucoup d'espèces d'animaux sauvages. Bonjour Noreen Chai. Bonjour. Alors, Noreen Chai, il a fait un dernier livre, son dernier livre, parce qu'il en a déjà fait auparavant, s'appelle Sagesse animale, et il a paru aux éditions Stock dans la collection Muséum. Alors, sagesse animale, je sais que vous êtes bouddhiste. Est-ce que la sagesse animale, c'est quoi? C'est une philosophie, une intuition? Comment on peut définir la sagesse animale? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. La sagesse animale, à la différence de l'intelligence, la culture animale, la sagesse a quelque chose d'universel. On reconnaît la sagesse lorsqu'elle nous touche, nous, mais aussi toute forme qui pourrait y être sensible ou qui pourrait en bénéficier ou en apprendre. Donc la sagesse, c'est plutôt en fait un mode de vie qui serait tout simplement, qui se définirait tout simplement comme vivre au moment présent. Oui, alors vous insistez beaucoup dans votre livre d'ailleurs sur l'instant présent, parce que vous dites que ce qui différencie surtout l'animal de l'homme, c'est qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir en quelque sorte, il n'y a qu'un présent. Alors, on peut avoir une forme de temporalité, puisqu'on a appris par exemple que les orang-outans pouvaient parler au futur, ou que certains renards ou certains chimpanzés pouvaient parler au passé. Donc il y a une certaine temporalité, forcément, puisqu'il y a des stratégies. Mais quand je parle de vivre en présent, ils sont à 100% dans une attention de l'environnement, de leur corps, que nous n'avons pas, puisque nous sommes plus dans l'intellect que dans le corporel, en fait. C'est surtout ça que je veux dire. Et alors l'intelligence, l'animal n'a pas de sentiment normalement. Est-ce qu'il a du ressenti, du sentiment, ou alors est-ce qu'il s'adapte à l'homme? Parce que vous donnez des exemples assez étonnants, comme celle du tapir par exemple, que vous ne vouliez pas opérer pour un tas de raisons, et qui vous a fait comprendre intuitivement qu'il fallait que vous l'opériez. C'est quoi? Ils ressentent nos émotions ou ils ont leurs propres émotions? Ça c'est une question compliquée. Alors, oui, pour tout quasiment. Forcément, ils ressentent des émotions. Et je dirais même mieux, ce sont des corps émotionnels. Les animaux perçoivent avant tout des émotions, puisque c'est leur mode de pensée, c'est leur mode de vie, et puis c'est leur mode d'action. Évidemment, si pour tous ceux qui pratiquent le cheval, ils savent très bien que le cheval sent son cavalier au moment même où il s'assoit sur lui. Ce sont des perceptions en fait animales dans tous les sens du terme, qui sont bien sûr indispensables pour leur survie, pour leur communication et pour leur mode de vie dans l'environnement. Donc oui, ils ressentent des émotions. Non seulement ils ressentent, mais ils se sont eux-mêmes des émotions. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre émotion et sagesse? Absolument pas. Au contraire, c'est parce que lorsque nous sommes attentifs à nos émotions, lorsque nous les jugeons comme ils sont et non dans une extrapolation intellectuelle ou voire biaisée par un intellect un peu trop suractif. Justement non, ils sont justement dans les émotions justes, et lorsqu'on est dans une émotion juste, on devient justement on rentre justement sur ce chemin de la sagesse.
Alors, vous parlez de sagesse, mais en lisant votre livre, on découvre que tous les animaux sont pas très sages, hein, parce que en dehors du fait qu'ils aiment pas qu'on intervienne sur leur domaine ou dans certaines circonstances, vous citez quand même le cas de chimpanzés qui se font la guerre. Alors, c'est pas du tout contradictoire avec la sagesse. La sagesse n'a pas de... Enfin, pour moi, hein, La guerre est sage? la guerre, elle n'est ni sage ni pas sage. En fait, ce sont des mots. On donne toujours des étiquettes. Et derrière les étiquettes, on donne des jugements et des valeurs. Alors que l'animal n'a pas de jugement ou de valeur. Il a l'action juste. L'action juste, c'est toujours l'action qui est balancée par le compromis entre tous les paramètres de son environnement. Nous, on parle de guerre, mais eux parleraient plutôt de défense de territoire ou de colonisation. Mais il n'y a pas de bien ou de mal pour l'animal. Donc, la sagesse n'est pas une question, pour moi, encore une fois, n'est pas une question de morale ou de valeur, mais une question d'action juste. Et les animaux agissent d'une façon juste par rapport à son environnement, à sa survie, à sa progéniture. Il n'y a pas de, si vous voulez, de théorisation ou d'enfermement dans des mots ou dans de l'intellect. Alors c'est un hasard si plus l'animal ressemble à l'homme, plus il devient violent? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas l'homme le plus violent du règne animal. Une étude a été faite dans Nature il y a 2-3 ans, et on a vu que le mammifère le plus violent, c'était le suricate. C'est donc une carnivore d'Afrique du Sud, et qu'un suricate sur 5 était tué par son congénère. Donc la violence, elle est partout dans la nature, et encore une fois, pareil, on est dans la description des comportements. On n'est pas dans le jugement. L'homme va considérer quelque chose, un animal ou soi-même ou les autres comme violent parce qu'il a des schémas comportementaux qui sont dans des cases de jugement, de valeur, alors que l'animal, lui, il agit comme il agit. Il n'y a pas de violence pour lui, ni de bien ou de mal. Donc la violence peut être assez traumatisante, voire même surprenante, mais pour l'animal, lui, il agit en fonction de ses capacités, de son background, de son épigénétique, et pour lui, il n'est pas violent. Il agit d'une façon juste par rapport à sa condition physiologique et psychologique. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ramener l'animal à l'homme, quoi, en fait. Il ne faut pas prendre nos schémas et les coller sur l'animal, parce qu'autrement, on ne comprend rien. Il ne faut pas coller nos schémas sur l'animal comme il ne faut pas coller l'animal sur nos schémas à nous. Et c'est là où c'est important de le répéter. L'animal n'a pas besoin d'amour, il a besoin de respect. Le respect, c'est justement de respecter que chacun a ses propres caractéristiques physiologiques et psychologiques et son propre écosystème. Donc du coup, un poisson, un scarabée, un caméléon va agir d'une certaine façon parce qu'il est on va dire, adapté à son environnement en fonction de ses capacités physiologiques et psychologiques. Et du coup, il va faire des choses que nous ne comprendrons pas, et vice-versa. Nous sommes dans une sorte d'omniprésence un peu universelle, ça va de soi, on est l'espèce la plus invasive de la planète, mais en même temps, on a aussi un intellect qui fausse justement toute cette perception émotionnelle, toute cette perception de l'environnement. On est dans des schémas intellectuels, dans des schémas abstraits. C'est ça, on est des schémas abstraits qui nous déconnectent de la nature. Et alors, vous avez une théorie que vous soutenez, qui est assez amusante. Vous dites, dès l'instant où l'homme a domestiqué l'animal, notamment le chien, il est devenu un mauvais animal. Alors, j'ai dit ça? Je me suis bien exprimé. Oui, vous avez dit l'homme avant était cueilleur, il était chasseur uniquement à besoin, et puis quand il a commencé à domestiquer l'animal, notamment le chien, vous dites que le chien a détourné l'homme de l'animal. En fait, non, j'ai dit que avant l'homme était chasseur-cueilleur, effectivement, et il vivait en harmonie avec son environnement. Mais le jour où il s'est sédentarisé, donc du coup, effectivement, il y a eu d'autres domestications, mais le jour où il s'est sédentarisé, il a commencé à créer un engrenage de sédentarisation, de hiérarchisation, et du coup d'abstraction. Et c'est là justement où il a commencé à se couper de la nature. Et c'est pas trop par rapport à la domestication, c'est par le fait que l'homme s'est coupé de son corps émotionnel pour ne prendre en compte que son corps intellectuel qui n'est qu'abstraction. Et c'est là où il se coupe en fait.
Et c'est comme ça qu'on est passé des peintures de Lascaux qui étaient presque divination de l'animal à des peintures ou des scènes de chasse qui étaient des scènes pratiques à ce moment-là et des scènes violentes. C'est des scènes pratiques. Et là, pour se nourrir, forcément, on doit passer par des traumatismes un peu violents. Mais encore une fois, l'homme est devenu de moins en moins animal, donc quelque part pour moi de moins en moins humain, lorsqu'il a commencé à lorsqu'il a commencé à se laisser emprisonner par ses propres schémas de pensée et d'abstraction. Et c'est comme ça, en revanche, que le Cambodge, c'est un sujet qui me concerne, que le Cambodge a connu le génocide. C'est parce que ce sont des hommes qui ont préféré suivre leurs idéaux plutôt que d'écouter leurs frères humains. Alors, pour vous poser une question un petit peu provocatrice, allez, mais vous êtes ouvert, donc je ne vais pas vous choquer. Il y a notamment une vétérinaire suisse qui se targue de communiquer avec les animaux. Qu'est-ce que vous en pensez avec les ondes alpha? Elle arrive à communiquer, à parler plus ou moins, enfin du moins, à faire exprimer les animaux ou à s'exprimer avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis, comme vous le savez, très ouvert et je connais plusieurs personnes qui sont ce qu'on appelle des communicants d'animaux, et dont une amie qui travaille près de Toulouse et qui effectivement communique avec les animaux. Mais communique, c'est un grand mot puisqu'on donne encore une fois dans un mot, c'est tellement plus vaste. La communication, elle peut être émotionnelle, elle peut être de différentes façons effectivement, et moi je voulais voir ce que c'était justement. Et donc je l'ai mis à l'épreuve. Et on a vu quelques cas cliniques, donc avec une anamnèse, un examen clinique. L'animal était malade avec un diagnostic bien précis. Et elle a communiqué avec l'animal. Elle a eu des échanges d'informations. Et ces échanges d'informations se sont révélés non seulement thérapeutiques, mais en plus diagnostiques dans le sens où elle a par exemple diagnostiqué une maladie virale qui a été communiqué par l'animal lui-même. Et ensuite, on a confirmé par d'autres analyses. Donc, ce que j'en pense, c'est que je ne suis pas du tout un professionnel, voire même un pratiquant de cette technique, mais ce que je vois, c'est qu'on a des résultats cliniques. Donc, un vrai médecin ou un vrai scientifique, c'est justement de s'intéresser à ces phénomènes qui ne sont pour moi que dans leur balbutiement. Alors, j'ai pas réussi à provoquer Noreen Chai. Je vais le provoquer là, peut-être définitivement. Vous êtes responsable d'une ménagerie. On parle beaucoup des cirques sans animaux. On parle des parcs zoologiques. Est-ce qu'un animal est heureux dans un parc zoologique? Alors, en fait, je suis dans un parc zoologique qui s'appelle Ménagerie. C'est un nom historique. Et il faut surtout différencier un cirque d'un parc zoologique. Un cirque n'a que pour le spectacle. Les parcs zoologiques ont une vraie rôle fondamental de conservation. Donc, sans les parcs zoologiques, beaucoup d'espèces animales auraient déjà disparu. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est que grâce au travail coopératif de parcs zoologiques, il faut savoir que les zoos dans le monde reçoivent 500 millions de personnes dans le monde. 500 millions de personnes, c'est juste ahurissant dans un sens positif où on est une plateforme extrêmement efficace pour faire passer des messages pour justement sensibiliser l'homme à son environnement, l'homme à la protection de la nature, l'homme à la disparition des espèces. Et les animaux qui sont en parc zoologique sont pas presque, ce sont des ambassadeurs de leurs espèces dans le milieu naturel. Mais ça, je suis d'accord, ça répond pas à votre question, est-ce qu'ils sont heureux? La question d'être heureux est un terme humain. On parle de bien-être au niveau animal, plus que d'être heureux. Est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien? Alors, on a plusieurs paramètres pour juger ça. Donc là-dessus, on peut pas rentrer dans des considérations philosophiques ou même émotionnelles, puisque tellement les gens sont différents, ils auront une vision, une perception différente de l'animal. Nous, on se base sur des éléments objectifs, par exemple, un examen clinique, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il stéréotype, est-ce qu'il répond bien, est-ce qu'il achève bien tous ses comportements, et s'il ne le fait pas, effectivement, on peut se dire, tiens, l'animal n'est pas bien.
Dans ces cas-là, on répond par exemple à de l'enrichissement, à ce qu'on appelle du training, c'est qu'on a une interaction très très soutenue avec l'animal. Donc c'est très important pour les grands singes ou pour les fauves, mais moins important pour les chèvres ou pour les bisons ou les yaks. Donc en fonction de l'animal, en fonction de ses besoins psychologiques et physiologiques, on va y répondre. Et on sait que si on répond à tous ces besoins, l'animal sera, on va dire, serein. Et ce qui est le plus important. D'ailleurs, un de vos collègues du parc zoologique de Paris m'avait dit, mais un lion vit beaucoup plus longtemps dans un parc zoologique que dans la nature. Eh bien oui, tout à fait. Tous les animaux de zoo vivent beaucoup plus longtemps. Je prends ma panthère de Chine qui vit 20 ans. Elle a 20 ans alors que ça vit 12 ans. Et encore plus récent, on a fêté les 50 ans de notre femelle orang-outan, 50 ans. Et là, on se disait, parce qu'on a fait un événement à la ménagerie, pas plus tard que dimanche dernier, et en fait, cette vieille dame, donc, de 50 ans, je pense, est la personne la plus aimée, la plus soutenue, la plus suivie que toutes les personnes âgées humains. Et qui sont pas dans des EHPAD ou autres. Là, elle a tous un staff vétérinaire à son chevet. Elle a 40 soigneurs pour elle. Elle a des fruits exotiques tous les jours. Je ne sais pas s'il y a un humain à ça, à cet âge-là. Elle a fait de la peinture. Elle a de l'enrichissement dans le sens où elle a des contacts réguliers. Elle a un fan club. Enfin, il y a question, si vous voulez, interaction sociale. Je ne sais pas si beaucoup d'humains pourraient avoir ce genre de choses. Donc, et en plus, ses congénères sauvages, à elle, donc en autant, ils sont victimes du braconnage, victimes de la déforestation de l'huile de palme, de sévices, de traumatismes aussi bien par d'autres animaux que par les humains. Et si c'est pour finir, je serais juste Jane Goodall. Jane Goodall, donc l'icône en fait des animaux, des chimpanzés, prix Nobel. Elle a dit avoir un chimpanzé, je préfère le voir en parc zoologique heureux que maltraité, voire même menacé dans la nature. Et ben voilà, je crois que c'est la conclusion, Norine. Alors pour tous ceux qui veulent, il faut qu'ils viennent à la ménagerie du parc zoologique, enfin du ménagerie du Jardin des Plantes, pardon, ou dans les autres parcs zoologiques, bien sûr. Et puis qu'ils lisent, parce que Norine Chai, il nous parle pas que d'animal dans son livre Sagesse animale. Il nous parle aussi de l'homme et des rapprochements et de voir comment on peut interagir entre les deux et comment chacun peut rendre service à l'autre. Merci beaucoup, Norine. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.